Bonjour, vous écoutez Lifestyle et c'est la M-Story, épisode 9, à l'aube de l'an 2000. Alors, aujourd'hui, j'ai à nouveau mes camarades Christophe et Florian qui sont là. Florian sera aux manettes pour vous narrer cette période de Microsoft entre 98 et 2000-2001. Bonsoir Florian et bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. Allez Florian. Allez. Florian, rapide rappel, on s'est arrêté à l'épisode précédent autour de Windows 98 dans sa première et sa seconde édition. Je crois qu'il va falloir sans transition enchaîner, c'est ça? Oui, on va même reprendre un petit peu sur Windows 98 pour faire la transition. Et donc, lorsqu'on a arrêté la dernière fois, on avait remontré rapidement Windows 98 et Windows 98 seconde édition. Donc, après la sortie de Windows 98, il y avait eu le départ de Brad Silverberg qui avait dirigé l'équipe Windows 95-98 pendant assez longtemps. Oui. Et son némésis, j'ai envie de dire, Jim Alkin, a pris le contrôle complet de la division Windows. Je pense que vous vous rappelez de la petite guerre. De la grosse guerre, Oui, finalement. voilà. Alors, Windows 98, c'était principalement un Windows 95 amélioré, avec un début d'intégration d'Internet Explorer au système. On se rappelle d'Active Desktop, ce n'était pas tout à fait au point, donc il l'avait désactivé partiellement pour la version finale. Un support avancé des appareils USB. On pouvait, par exemple, connecter facilement un plug and play, une webcam ou un micro, n'importe quoi, ce qui était beaucoup plus pratique qu'avant, où il fallait redémarrer l'ordinateur à chaque fois, et une stabilité améliorée. Parfait. Donc, on était ici sur Windows 98. Une autre nouveauté qui est arrivée sur Windows 98, c'est cette petite barre de lancement. Vous vous rappelez de ça? Oui. Je la trouvais très pratique. Très pratique, ça a bien amélioré les choses à l'époque. Bon, Internet Explorer 5, je pense que tout le monde se rappelle. Pour moi, c'était le premier vraiment Internet Explorer que j'ai utilisé pendant assez longtemps. Moi, j'ai utilisé la version d'avant, quand même. Félicitations. Et la première version du fameux MSN Messenger Service. Voilà. Ça rappelle des souvenirs. Ah oui. Oh oui. Quelques heures à chatter là-dessus. Bah, Allez. Donc, une grande nouveauté, c'était le petit bouton bureau ici, qui permettait d'afficher directement le bureau. C'est-à-dire que lorsqu'on était sur n'importe quelle page, même au plein écran. Et qu'il y avait plein de fenêtres, parce que oui, ça même s'ouvrait dans plusieurs fenêtres. Bureau, pouf, retour au bureau. Et ça, c'était quand même super pratique. Ça, c'était la classe. Donc, vous savez que ça existe encore. Non, maintenant, c'est Windows D, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez l'impression de parler de ça comme si ça n'existait plus. Non, mais maintenant, on fait Windows D, c'est tellement plus rapide. Et puis, c'est pas du tout situé au même endroit dans Windows 10. Mais justement, là, pour changer un petit peu, c'était la bêta de Windows 98. Donc, quelques mois avant, lorsqu'ils n'avaient pas encore supprimé toute l'intégration Active Desktop, qui n'était pas très stable. Et là, ce que vous pouvez remarquer, c'est que le fameux bouton bureau, il n'était pas encore là, mais voyez où est-ce qu'il est? Il est là. Oh, tiens, c'est bizarre, c'est comme dans Windows 10, complètement en bas à droite. Et je trouve ça assez amusant qu'à l'origine, il était là, qu'il a bougé là, et que finalement, 10 ans après, il est revenu à sa position d'origine. C'est quand même assez amusant. Alors, si je me souviens bien, Florian, ce bouton dans Windows 98, on pouvait le déplacer. Oui, mais on peut pas le mettre. Tu pouvais choisir l'endroit où tu le mettais, alors que maintenant, dans Windows 10, il est complètement intégré au coin en bas à droite. Et tu n'as plus ce choix. Il faut-il le savoir, monsieur, madame, tout le monde ne savent pas ça. Non, mais vous vous mettez complètement au coin inférieur droit et vous cliquez. Et bim. Allez, donc on revient sur ta machine virtuelle. Oui. Alors, ce qu'on peut remarquer dans la bêta aussi, c'est que l'intégration de Internet Explorer était quand même bien plus poussée. On avait quand même le moteur Internet Explorer qui gérait vraiment toutes les fenêtres. Bon, ils l'ont supprimé parce que c'était pas stable, malheureusement. Mais ça aurait été au point, lorsqu'on allait dans le panneau de configuration, vous voyez, on pouvait même se connecter directement au compte Microsoft avec Internet Explorer ici. D'accord. Donc ils essayaient vraiment de pousser l'intégration à fond. Bon, malheureusement, ça n'a pas été un grand succès. C'était pas stable parce que ça utilisait le moteur Internet Explorer. Et donc, au final, ils l'ont supprimé de la version finale. D'accord. Oui, mais quand ils pensent, on revient à ça, ils étaient un peu en avance sur leur réflexion puisque c'est arrivé maintenant. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Le PC pouvait s'éteindre automatiquement si on avait un PC moderne. Avant Windows 98, il fallait éteindre son PC manuellement, je pense que vous en rappelez. Bien sûr. Oui, bien sûr. Néanmoins, sur Windows 98, ça restait un Windows classique basé sur MS-DOS. On se souvient, Windows NT était trop gourmand, donc ils avaient créé Windows 95-98 en attendant. Et à terme, il va devenir urgent de passer tous les utilisateurs sur Windows NT. Alors, en effet, même si la menace des processeurs RISC qui avait développé à l'origine le développement, qui avait poussé rapidement le développement de Windows NT, on se souvient que Bill Gates avait peur que les
les architectures, les PC passent de x86 à des processeurs RISC qui étaient plus évolués, plus modernes, et donc il fallait un Windows portable, d'où la création de Windows NT. Bon, ces processeurs RISC étaient en théorie plus performants, mais en pratique, développer pour eux était beaucoup plus complexe. Et en fait, à court terme, l'architecture x86 reste le standard. D'accord. Par contre, Intel ne compte pas améliorer l'architecture x86 au-delà du 32 bits. On se rappelle qu'il l'avait créé à l'origine pour du 16 bits pour les premiers PC. Il l'avait augmenté à 32 bits au début des années 90. Et là, ils disent que c'est fini. x86, pour eux, c'est la fin. Les processeurs 64 bits ne seront pas des processeurs x86, ils seront plutôt basés sur une nouvelle technologie qui s'appelle EPIC, qui est donc le successeur de RISC. D'accord. Alors, pour Windows, ce n'est pas vraiment un problème, parce que Windows NT, il est déjà portable, il fonctionne déjà sur les processeurs RISC existants, comme à l'époque les processeurs DEC Alpha, et il sera assez facile de le porter sur la nouvelle architecture 64 bits d'Intel. Par contre, Windows 98, ce sera impossible. Donc, il est vraiment urgent de passer les gens de Windows 98 à Windows NT. Il y a un plan ambitieux qui est mis en place. Donc, cela comprend une série de mises à jour Windows jusqu'en 2001. Donc, pour passer tous les utilisateurs sur Windows NT et mettre définitivement DOS et l'ancien Windows de côté. D'accord. Pour commencer, donc, il faut intégrer les fonctionnalités grand public de Windows 98 dans Windows NT. Et c'est ce qu'ils font dans les premières builds de Windows NT 5. Donc, voilà Windows NT 5. Donc, une bêta. Alors, pour comprendre ce que je suis en train de faire, je suis sur une... Vu que pour le faire tourner, il faut le faire tourner sur Windows Virtual PC qui ne fonctionne que sur les OS 32 bits. Donc, j'ai une bêta, j'ai un OS Vista 32 qui est virtualisé dans lequel j'ai Virtual PC et j'ai Windows NT 5 dedans. On se rappelle que je n'avais pas réussi à le faire tourner il y a quelques semaines. Hier, pour ceux qui ont avec écouté le podcast. Active Desktop qui est intégré dedans. Et donc, Internet Explorer qui power le bureau, donc qui affiche des vidéos, n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est le futur. Hein. C'est Windows connecté au web. On voit bien ici qu'ils ont remis exactement le petit bouton revenir au bureau au même endroit. D'accord. Et de la même façon, ils ont intégré l'interface web à Windows NT 5. Si je vais dans notre configuration, on retrouve exactement l'interface de Windows 98 qu'ils ont transporté dans Windows NT 5. Donc, alors, il y a quelque chose que j'aime bien, Florian, je te coupe, oui. C'est que ton bruit de souris est totalement d'époque, raccord avec 97. Ah, c'est extraordinaire. Magnifique, hein. Je pense qu'il va falloir faire évoluer ta souris au fur et à mesure des épisodes, parce que tu risques de perdre nos auditeurs et nous aussi avec Christophe. Ça fait tant de bruit que ça? Ah, c'était impressionnant comme elle fait du bruit. C'est parce qu'elle on est vraiment plongé dans l'époque. Il suffit plus que... Ah oui, on est totalement dans l'époque. Là, on est vraiment 95-96 au bruit. Tu sors X-File à côté, ça y est. Quoi. Ah ouais, là, mais t'es totalement dedans. Bon, bravo, t'es vraiment fort. Ouais. Donc, merci Florian. Voilà, je me suis coincé dans... Alors, qu'est-ce que tu nous montres sur cette je montrais juste qu'ils avaient transporté l'interface de Windows 98 sur Windows NT à l'époque, et que donc ils étaient vraiment en train d'essayer de combiner deux OS. On voit bien que c'est exactement l'interface que je retrouvais dans la bulle bêta de Windows 98. Là. Oui, celle que tu nous as montrée. Ouais. Donc ils étaient en train de porter les fonctionnalités avancées du Windows on va dire grand public dans le Windows Pro pour essayer de les combiner en un seul OS. D'accord. Et donc quand tu dis ça, on comprend derrière que ça n'a pas fonctionné. Ouais, j'ai bien dit, ils étaient en train d'essayer. Oui. Mais oui. Oui. Donc on va couper ça. Alors tu me disais, là c'était une bêta de NT5, ça veut dire quand officiellement la date de sortie de NT5 c'était février 2000, et là tu me montres une version bêta, ça veut dire qu'on est 3 ans, 4 ans. Windows NT 4+, quoi. Ouais, bah oui, c'est toujours comme ça. NT5 a eu un développement très difficile. Une build un petit peu plus moderne de NT5 qui est sortie quelques mois plus tard, donc fin 1997, apparaît là sur l'écran. Bon, j'ai voulu l'installer, mais elle était tellement buggée que je crois que ça valait pas le coup d'en faire trop. Faut pas exagérer non plus. Non, t'as raison. Vous pouvez remarquer sur celle-ci qu'en bas, le bouton bureau, il est repassé cette fois dans la barre de lancement rapide, comme sur Windows 98. Donc vraiment, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de bouger un peu dans tous les sens et voir ce qu'ils essayaient de faire. Mais à côté, vous pouvez remarquer une petite icône de la télé. La télé, c'est assez intéressant. C'était une sorte de lecteur de channel, lecteur de flux vidéo web qui était généré par Internet Explorer. Alors, voici à quoi ça ressemblait, ça ne marche plus de nos jours. Mais ça montre qu'ils essayaient d'amener des fonctionnalités sympas grand public vraiment dans Windows NT. Donc, alors, voilà, justement, on en parlait, je ne sais pas si c'était en off, mais
NT, c'était pas très connu du grand public, et là je pige pas, quoi. Il y a un truc qui est décalé. On avait tous à l'époque des Windows 98, enfin tous, c'était à peu près là-dessus qu'on tournait, mais pas NT. Moi j'ai pas connu NT même dans l'entreprise, la PME où j'étais. On était sur du Windows 98 ou Millennium, je sais plus ce qui sortait, mais on était toujours à TOC. On n'avait pas de serveur pour autant, on était en coaxial et en réseau, basta, quoi. Mais et là tu me parles de ANT grand public, je comprends pas, il y a un décalage. Mais il n'est jamais vraiment sorti. Le but a toujours été de créer NT grand public. Windows 95, ça a été créé parce que Windows NT était trop gourmand pour les PC grand public. Donc ils ont fait 95 en attendant, puis 98 en attendant. Mais l'idée, ça a toujours été de passer les gens sur NT. À l'origine, après Windows 3, il aurait dû y avoir Windows 4, qui était Windows NT 4. Et vu qu'ils n'ont pas réussi à le rendre assez on va dire mince, on va dire assez performant pour les PC grand public de l'époque, ils ont sorti Windows 95 et 98 en attendant. Et ils se sont dit que pour NT5, on passera tout le monde sur NT cette fois. D'accord. C'était l'idée. Sauf que là, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Ben non. Cependant, donc, le projet Windows NT en l'état, il était vraiment beaucoup trop ambitieux. Et il est vraiment impensable pour Microsoft d'arriver à une compatibilité driver et application aussi riche que Windows 98 dans Windows NT5. Donc, ils se disent que Windows NT5 va sortir uniquement pour les professionnels, comme avant, avec tout de même une amélioration de NTFS qui passera à la version 3, des paramètres de gestion de données, une meilleure gestion des comptes utilisateurs, et ce sera également le premier Windows compatible avec la nouvelle architecture 64 bits d'Intel. Ok. C'est déjà pas mal. NT5 sera suivi avant la fin d'année 99 par une mise à jour mineure, NT5.astéroïde, qui corrigera éventuellement les problèmes éventuels détectés à la sortie, et qui commencera à amener une compatibilité avec les programmes et drivers de Windows 95-98. Enfin, en 2000, il y aura NT 5.5 Neptune qui sera la première mise à jour majeure de Windows NT 5 et elle unifiera enfin Windows 98 et Windows NT et sera proposée à tous les utilisateurs de Windows NT 5 ou Windows 98. Donc ça combinera les deux en un seul Windows. Et comment il s'appelle Neptune, pour NT Neptune. en fait. Neptune. Ouais, non, mais puis en version commerciale, il n'y avait pas de nom? Non, c'était le nom de... C'était juste le nom de code. Il y a un truc que je pige pas parce que quand XP est sorti, les noms internes, cette XP n'était pas seulement un NT 5.1. Si, mais on y vient après. Il y a eu tout ça, c'était une idée. C'était le projet. D'accord. Mais le projet a échoué. Donc, et ensuite, Neptune devait être suivi par une mise à jour Triton en 2001, une version mineure, et on devait avoir encore une fois tous les ans après version mineure majeure de Windows pour toujours. C'était l'idée. Ok. Donc comme on a maintenant pour Windows 10 avec 2 versions par an. Oui, on est enfin arrivé à peu près à ça. Donc 10 ans avec 15 ans de retard. Donc, à peine. 20 ans, tu veux dire? C'est vrai, mon Dieu. En parallèle à tout ça, il y a un autre Windows qui commence à apparaître, un Windows pour mobile. Alors Windows pour mobile, c'est pas un projet qui apparaît vraiment à ce moment-là. Il y avait déjà des idées avant, mais c'était jamais vraiment sorti. Juste, je te coupe, Florian, je te coupe. On avait des mobiles à cette époque-là déjà qui étaient sortis, parce que je m'en souviens pas, moi, 98. Je veux dire Windows pour mobile, pour appareil mobile, pour appareil transportable. D'accord. Je parle, comme on voit sur le, vous voyez la slide est affichée là. Donc on est sur les handheld PC. Voilà, l'idée était d'avoir Windows à tous les niveaux. Alors, pour l'instant, on va dire que NT il était réservé du serveur au workstation, 95-98 il était du desktop PC au Windows terminal, et ensuite le handheld PC, il fallait un petit Windows il fallait aussi Windows sur des petits appareils portables, c'est ça les appareils mobiles de l'époque. Oui, donc des mini-ordinateurs, vraiment. C'est ça, quasiment. Comme les Palm Pion. Donc le projet de base, il avait été créé en 1990, avec donc WinPad, on en avait parlé il y a pas mal d'épisodes. Donc WinPad, ça avait été développé en parallèle à Windows 3. C'était l'idée de faire une tablette Windows qui était utilisée donc les capacités de Windows 3. Donc c'est affiché à l'écran. On avait fait une petite vidéo, je crois, avec une bulle de bêta à l'époque. Donc le projet WinPad, il a été annulé au début 1995 suite à des problèmes avec les drivers tactiles de l'époque. Mais Windows 95 hérite quand même du support pour les stylés qui avait été développé à l'origine pour WinPad. Donc toujours la classe, le stylet. En parallèle à la WinPad, il y avait une autre équipe Microsoft qui travaillait sur un projet lié, Pulsar. WinPad, lui, c'était un PDA, une sorte de PDA tablette qui était déconnecté complètement et qu'on allait connecter régulièrement au PC pour le synchroniser. Pulsar, c'était un projet plus long terme de créer un jour un appareil complètement autonome qui pourra communiquer indépendamment.
Type un smartphone, quoi, en fait. Voilà, c'est l'idée. Même si à l'époque, on ne savait pas encore le nom que ça avait, mais c'était l'idée. Après l'annulation de WinPad, les équipes WinPad et Pulsar sont fusionnées afin de devenir l'équipe qui travaillera sur un nouveau projet mobile, Pegasus. L'équipe Pegasus reprend les idées générales de WinPad, mais repart de zéro au niveau technique. Plutôt que de continuer à utiliser MS-DOS et le code vieillissant de Windows 3, il part des technologies 32 bits développées pour Windows NT et Windows 95, avec en particulier les API Win32. D'accord. Les processeurs x86 de l'époque ne sont pas adaptés aux appareils mobiles. La version mobile de Windows tournera plutôt donc sur un processeur RISC, donc plus moderne. RISC, c'est bien, Florian, je te coupe encore, RISC, c'est bien les processeurs qui donnent les processeurs ARM actuellement. Oui, c'est ça. Donc on est toujours dans la lignée qui avait été imaginée par Microsoft. Oui, c'est ça. Pour Windows, ce n'est pas un problème, puisque Windows NT est portable et multi-architecture. Cependant, Windows NT, comme on a le même problème avec Windows NT que sur les PC de bureau particuliers, c'est qu'il est trop gourmand pour les petits appareils au milieu des années 90. Et donc, ils n'arrivent pas à le faire tourner dessus. Alors, de fait, il crée donc une variante plus légère de Windows, qui sera plus adaptée aux processeurs mobiles, mais qui utilisera quand même les API Win32 afin d'être compatible au mieux avec Windows 95 et Windows NT. C'est-à-dire qu'on aura maintenant 3 Windows qui partageront les API, mais qui seront des systèmes différents. Pour créer ce nouveau Windows, ils vont repartir du noyau RISC qui avait été créé par l'équipe Pulsar comme base. Afin d'éviter les problèmes de WinPad, les appareils sous Pegasus devront répondre à des exigences techniques très strictes, en particulier avoir un système de gestion de consommation d'énergie pas très évolué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'appareil une application se mette à bouffer toute la batterie et décharge l'appareil en 1 heure. Comme sur Windows 7, quoi, des exigences matérielles. Voilà. Windows 67, pardon. J'avais oublié le mot principal. Les premiers appareils sur Pegasus, renommés Windows CE, donc Compact and Embed, sortiront milieu 97. Donc, on voit la bêta de Microsoft Pegasus là, sur la slide. Oui. Donc, on voit que ça ressemble quand même pas mal à Windows classique. Hein, pour moi, c'est du chinois quand même, ce que je vois. Non, c'est que tu as du mal avec ces trucs-là. Mais c'est vrai que ça ressemble énormément. Et puis, quand on verra la photo d'après, là, c'est. Moi, je ne l'ai pas connu. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir connu ça, en fait. Oui, moi aussi. C'est un peu ça. J'ai vu celui d'après, par contre. Tu l'as vu? Oui, j'en ai vu. Pas beaucoup, mais j'en ai vu. J'ai souvenir d'en avoir vu. Voilà, celui-ci. Avec du recul, tu te dis, putain, ils étaient innovants, les gars. Quoi. Oui, oui, ils allaient loin. Putain. Alors, ces appareils, ils sont considérés par Microsoft comme des appareils secondaires. Donc, on va les synchroniser à son PC avant de partir, on les utilisera en dehors du bureau et on les reconnecte en rentrant. Par exemple, si on doit éditer un document Office rapidement, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, par contre, rapidement à la sortie, il y a des gros problèmes de synchronisation qui apparaissent. Parce que, en même temps que ces appareils Windows CE, Outlook a été ajouté à la suite Office. Et Outlook change un peu tout. L'équipe Windows CE avait travaillé avec Office 95 pour développer son système. Et donc, ils avaient synchronisé Windows CE avec l'application Planning d'Office 95, sauf que celle-ci, elle disparaît avec Office 98 et elle est remplacée par Outlook. Aïe. Voilà, et ça arrive vraiment 1 mois après la sortie de l'appareil. Donc, c'est un gros fiasco de connexion interteam qui arrive très souvent chez Microsoft, malheureusement. Et ça la fout mal tout de suite. Et il faudra attendre des mois pour qu'il y ait une mise à jour qui rend Windows CE compatible avec Outlook. Putain. Et ce fiasco, ça fait un peu de mal aux deux produits parce que Outlook, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, c'est quand même super. Outlook, c'est messagerie. Tout le monde pense à Outlook, email, messagerie. Mais quand il venait de sortir, Outlook, c'était un nouveau produit. Il n'avait pas fait ses preuves. Alors, Microsoft nous sort 2 produits en parallèle qui ne sont pas capables de parler entre eux. Ça n'inspirait pas confiance ni envers Outlook, ni envers Windows CE. Le manque de communication. C'est clair. C'était un gros frein à l'adoption du système. Et moins d'1 an après la sortie de Windows CE, Microsoft annonce que c'est fini pour Windows CE 1.0, qu'on va sortir Windows CE 2, on repart sur de bonnes bases et ce sera mieux cette fois. Donc pour beaucoup de monde, Windows CE 1, c'est un bêta-test géant. D'accord, rien à voir avec l'école, CE1, CE2. Désolé, elle était facile. Donc, avec Windows CE 2, le système devient beaucoup plus modulaire. C'est-à-dire que les OEM vont pouvoir prendre le cœur de Windows CE et ajouter uniquement les parties du système dont ils ont besoin pour l'appareil utilisé. On imagine bien qu'un distributeur de banque, une console de jeu,
un système pour voiture ou un PDA, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Et donc, c'est pas la peine de charger Évidemment. le système complet sur chacun des appareils. Peut-être que là, on n'aura pas besoin d'afficher le mini-démarrage ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, ils auront tous leurs besoins particuliers. Et donc, rendre le système modulaire, ça le rend beaucoup plus efficace. Et ça c'est ce qu'on retrouve finalement avec Linux, avec le noyau, puis ensuite on va rajouter les morceaux qu'on veut Oui, c'est un par-dessus. peu ça, oui. Même aujourd'hui, avec Windows NT, c'est un peu ça aussi. Hein, c'est beaucoup plus évolué. D'accord. Le support des écrans couleurs est ajouté et l'interface se rapproche énormément de celle de Windows 98. Là, on le voit bien à l'écran. Oui. Alors, par défaut, les appareils Windows CE sont vendus avec Pocket Internet Explorer, donc une version d'Internet Explorer faite spécialement pour Windows CE, et des versions Pocket de toute la suite Office, donc vraiment tout ce que vous avez besoin pour travailler en mobilité. Alors, Moi, ça me Office, rappelle clairement Windows Phone. Enfin, je veux pas y revenir, mais clairement, c'était la même chose. C'est un peu, tu deviens lourd un petit peu quand même avec ça. Non, je plaisante. Pardon. Non, mais t'as raison. Office, du coup, était redéveloppé spécialement pour Windows CE. Oui, je pense qu'ils pouvaient retirer une partie du code parce que c'est compatible avec les API Win32, mais je pense quand même que c'était pas magique. Hein. Je pense que c'était pas le même système d'exploitation, pas le même Comme à l'heure noyau. actuelle, ouais. Je pense qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de. Puis en plus, il fallait revoir l'interface. Je pense pas que tu pouvais balancer l'interface de la version PC et que par magie, ça allait être utilisable sur un petit appareil. Il y a dû Tu avoir. m'étonnes. Il y a certaines équipes qui discutent entre elles quand même à la cantine, quoi. J'ose imaginer, Sûrement. j'ose espérer. Ça va. Parce que c'est un boulot de fou, quoi. Donc, j'ai installé sur un vieux Windows 2000 le SDK de Windows CE. On peut voir à quoi ça ressemblait à l'époque avec l'émulateur, c'est assez marrant. Tout est prêt. Le SDK. Voilà. Et donc, vous voyez à quoi ressemblait l'interface Windows CE. Donc, c'était vraiment la même interface que Windows 98 dans l'idée, avec même le bouton revenir au bureau qui était là. Ça veut dire que Windows CE, son écran était automatiquement resizé selon le device. Et oui, j'y avais pas pensé à ça, mais oui. On voit le calendrier, bref, c'était. On voit plus. Ouais, je le remets à l'écran. D'accord. Donc c'était Ils quand avaient même. adapté les applications Office à une interface au stylet. Et là, j'ai planté l'émulateur en 2 secondes. Bon, désolé, c'est pas grave. On va pas aller plus loin. Mais au moins, on a montré rapidement. Donc l'émulateur qui n'était pas forcément très stable. Non. Et cet émulateur, apparemment, pour faire du développement Windows CE, les gens devaient avoir Visual Studio 97 plus acheter l'extension pour Windows CE. Alors c'était assez cher pour que les gens. Apparemment, à ce que j'ai lu, c'était ça. Donc c'était quand même un grand frein à l'adoption et ça fait qu'il y a eu beaucoup de monde qui a eu du mal à se lancer sur le développement d'applications. À long terme, toutes ces versions de Windows doivent être remplacées par Windows NT. Et comme on l'a dit, Windows NT 5 devait remplacer Windows 98 pour les particuliers et les ordinateurs de bureau. Enfin, c'était l'idée de base. Et vu qu'ils avaient pensé à l'origine qu'il allait remplacer Windows 98, mais ils l'avaient renommé Windows 2000, parce qu'ils se disaient que, vu que les particuliers sont habitués au nom 95-98, on va mettre 2000, comme ça ils n'auront pas peur du nom Windows NT. Oui, bien sûr. Sauf que vu qu'au final, Windows 2000, ils ont décidé de ne pas mettre les morceaux pour les particuliers dans Windows, et ben ça a fait une situation complètement confuse où on a eu Windows 2000 qui était Windows NT 5 et qui n'était pas la suite de Windows 98. C'est un peu. Oui, mais qui était tellement agréable à utiliser ce Windows 2000 quand même. J'en ai des souvenirs. J'ai tourné pendant 7 ans avec. Ah oui, quand même. Ah oui, de 2000 jusqu'à 2007 où j'ai eu un XP 2003 serveur en fait, qui était un XP 64 bits. Bref, on s'en fiche. Voilà. Bref. Donc, le développement de Windows NT 5 2000 prend du retard, on en a parlé tout à l'heure, et couplé au problème Lego de Microsoft, eh bien, toutes les équipes se démoralisent pas mal. Alors, les problèmes Lego, on avait commencé à en parler rapidement au cours des derniers épisodes, mais à la fin des années 90, ça devient vraiment très grave. Microsoft est dans le collimateur de la justice américaine. Avec le succès de Windows 3.1 et 95, ils ont évincé quasiment tous les concurrents du marché des systèmes d'exploitation. Et ils sont en train de faire la même chose avec Office et Internet Explorer. Ouais, mais ils avaient des bons produits aussi à l'époque. On est bon. Mais il faut bien voir qu'ils étaient un petit peu pas très nets sur certains points également. Parce que certains des emails internes ont été présentés à la justice et ils demandaient bien comment on peut rendre notre OS incompatible avec les programmes des concurrents, tu vois. Ou le moins compatible possible.
Ouais, enfin, bizarrement, j'ai l'impression que dans les grands géants d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Oui, je sais, Bien je sais. sûr. Mais ils ont été un petit peu trop loin et trop clairement, on va dire. Ils l'ont montré un peu trop sur le coup. D'accord. Donc, Ça, c'était avant. Oui, c'était avant. Allez, avançons. Donc Microsoft, il y a une procédure du département de justice des États-Unis qui est lancée contre Microsoft le 18 mai 1998 pour abus de position dominante. Lors de l'année qui suit, Bill Gates passe la majorité de son temps à répondre aux questions des juges. Donc on voit son audition, là, une de ses plus longues auditions qui a duré toute une journée sur la slide. Et les séances n'en finissent pas, il passe jour après jour à répondre aux questions. Et il joue un petit peu à l'idiot en fait. Il refuse d'admettre que Microsoft est en position de monopole et il refuse d'admettre qu'ils abusent du monopole. Il va faire son possible pour éviter de répondre directement aux questions et il est évasif à tous les niveaux. Quand on lui demande s'il a écrit un email urgent qui était présenté comme preuve qu'ils essayaient d'évincer un concurrent, il répond que non. Et on lui montre la preuve, il dit non, il n'est pas urgent. J'écris l'email et j'ai mis le paramètre d'Outlook urgent. J'ai pas mis un email urgent. Et bon, ensuite, il est dit également que c'est pas lui qui met l'urgence, qui tape des commandes sur son clavier, qui met le paramètre urgent. Tu vois, enfin bon, c'est jouer sur les mots et bon, il arrange pas sa situation, on va dire. Non, il aurait mieux fait de plaider coupable directement. C'est ça. Donc, en fait, je pense qu'il pensait un peu invincible. Je pense qu'il y avait un petit souci de ce côté-là, mais voilà. Donc, Il était peut-être au moment où il était au plus haut et il avait peut-être pris un peu la grosse tête à ce moment-là. Par exemple, un autre exemple, c'est que Microsoft, à l'époque, venait de signer un contrat avec Disney pour avoir des publicités Disney dans Windows 98. La clause du contrat interdisait Disney d'avoir des publicités sur Netscape. Si l'utilisateur utilisait Netscape, les publicités ne devaient pas s'afficher. Bon, c'était un petit peu fort, on va dire. Une série d'emails désastreux a vite fait de prouver la mauvaise conduite de Microsoft. Il parle de détruire Java, d'asphyxier Netscape. Est-il possible de bloquer techniquement les concurrents d'MS-DOS via Windows? Autant d'emails internes que de Microsoft qui démontrent bien la volonté de la compagnie de bloquer le marché. La défense de Bill Gates se réduit la majorité du temps dans ces cas, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Lorsque le juge ordonne à Microsoft de fournir une version de Windows sans Internet Explorer, Microsoft répond qu'ils vont donner deux choix aux OEM, une version de Windows obsolète, qui date d'avant l'intégration d'Internet Explorer, dans 1995, ou bien une version de Windows 98 qui fonctionne pas. Parce que Internet Explorer est une version, un composant intégral de Windows 98, et donc, pour eux, si on l'enlève, ça ne marchera plus, mais ce n'est pas leur problème, c'est ce que la justice demande, donc ils livreront un Windows qui ne démarre pas aux OEM. D'accord. Le juge, il a l'impression d'être un peu pris pour un con, et il lui demande... Clairement. Vous pensez que je vous ai demandé de proposer une version Windows qui ne fonctionne pas? Ce à quoi Bill Gates répond oui. Vous nous avez demandé d'enlever le code Internet Explorer, on l'a enlevé, ça ne marche plus, c'est pas notre faute. Voilà. Ouais, c'était peut-être pas très judicieux de prendre la justice pour la dernière des andouilles. C'est un peu ça. Mais bon. Donc pendant que Bill Gates est occupé aux problèmes légaux, il faut bien que quelqu'un dirige la compagnie pendant ce temps-là. Et c'est le numéro 2 qui a sur l'intérim Steve Ballmer, qui est là sur la photo. Et oui, qui arrive ici. Le joyeux fanfaron. Steve Ballmer. Ça, un joyeux luron. Il est très sympathique, Steve Ballmer. Moi, je le trouve toujours très sympathique comme petit. Oui, mais totalement. Joyeux luron, moi, je pense que ça va bien. Alors, Steve Ballmer, il connaît Bill Gates depuis l'époque où ils étaient tous les deux étudiants à Stanford. La légende veut qu'un jour, Bill Gates rentre chez lui pour les vacances de Noël. Il oublie la porte et la fenêtre de sa chambre ouverte. Ballmer serait celui qui les a fermés et a sauvé la situation et ils sont devenus amis. C'est une légende, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, malgré leurs différences, ils deviennent très proches au fil des années. Et lorsque Microsoft est encore une petite startup de 30 personnes, Steve Ballmer est engagé pour aider la bande de geeks à diriger l'entreprise. C'est le seul qui est un peu plus business, qui n'est pas programmeur, mais vraiment business. Au passage, il récupérera 7% de la compagnie en action. Ce qui au début n'est pas forcément énorme, oui, mais finalement... Ouais, voilà. Donc, malgré son manque de compétences techniques, il fut instrumental à la réussite de Microsoft dans des moments difficiles, comme la séparation entre IBM et OS2 au milieu des années 90. On en avait parlé, c'est lui qui avait géré une partie de la communication à l'époque. Alors, dès son passage aux commandes de l'entreprise, il passe 150 heures en tête-à-tête avec des centaines d'employés des divisions Windows, Office et MSN. Qu'est-ce qui ne va pas dans la compagnie? Comment on peut améliorer les choses? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des problèmes? Ballmer découvre que les équipes sont complètement démoralisées, que les problèmes juridiques de Microsoft qui n'en finissent pas, ça tue la motivation, et que les divisions internes qui sont formées depuis le début des années 90, ça n'aide pas non plus. D'accord.
Fin 98, Ballmer organise une réunion avec les 50 principaux exécutifs de Microsoft. Les produits Microsoft sont devenus trop compliqués. Le développement de Windows a tellement de retard sur le planning prévu que plus personne dans la compagnie, pour aucun produit, n'essaye de suivre son planning. Ils se disent, vu que la team Windows ne suit pas les plannings, bah, autant qu'on ne les suive pas non plus, ça ne sert plus à rien. Les conflits entre les différentes équipes font perdre du temps et des ressources énormes à Microsoft. Bref, il faut que les choses changent. Alors que le développement de Windows NT 5 n'en finit pas, Windows 2000, une nouvelle menace apparaît pour Microsoft. Il y a des dizaines de distributions Linux qui deviennent rapidement populaires au fil des années. Et pire, elles ont déjà ce que Microsoft tente d'obtenir avec Windows NT 5, une stabilité exemplaire. Steve Ballmer décide de reprendre vraiment les choses en main. Alors que NT 5... Là, Florian, est-ce que tu peux nous redire en quelle année on est? On est en 98, 99? Et 97, 98. En fait, tout ça, ça 98. se chevauche. Il y a beaucoup de choses qui se chevauchent, donc c'est un peu... Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est entre 97 et 2000. Mais... Oui, non, mais moi je parlais vraiment du moment où Steve Ballmer reprend les rênes et qui va travailler sur cette réorganisation des équipes. C'était 98. Ça me semble être un moment. L'année où Bill Gates fait son. 98. Oui, où il est face au juge. Et étant point de Lego et avec ses points de Lego. D'accord. Ok. Donc, alors qu'à l'origine, NT5 devait sortir pour fin 97, début 98, là on est déjà mi-98, donc c'est déjà raté. Le projet n'a même plus de date de sortie claire aujourd'hui. Le report de l'unification avec Windows Classic et la version 64 bits pour Neptune, c'est-à-dire ce qu'ils ont déjà reporté l'année précédente, bah, ça n'a rien changé. Lorsque la bêta 1 de Windows NT 5 sort en septembre 97, elle est tellement buggée que c'est quasiment inutilisable. Un an plus tard, fin 98, la bêta 2 est encore loin d'une version finale. Alors, vu que ça n'avance pas, Steve Ballmer remplace le moche d'Uni qui dirigeait l'équipe NT 5, qui était lui sous Jim Malkin qui dirigeait la section Windows combinée, donc par Brian Valentine. Valentine a pour mission de remettre NT5 sur les rails. Arrivant sur place, il découvre que le projet va dans tous les sens. Il demande au programmeur quand est-ce que vous pensez que vous allez vous arrêter? Parce que vous n'avez pas de but, là. Vous ajoutez des fonctions dans tous les sens, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'on essaye de faire ou quel est le but de cet OS. À quel moment Windows NT5 sera fini? C'est qui votre chef? Oui. C'est qui votre chef? Ouais, et donc ils se rendent compte que les développeurs ne savent même pas eux-mêmes. Ils ne savent pas où ils vont en fait. Ils ajoutent des trucs, ils ne savent pas quel est le but de l'OS. Et donc Valentine décide de réduire le projet au minimum pour finir 2000 rapidement. On ne développe que la version de 2000 standard pour x86. Les versions 64 bits pour le futur processeur d'Intel et la mise à jour Neptune qui continue à être développée en parallèle, ça attendra, on verra ça plus tard. L'un des projets les plus importants de l'équipe est celui de la mise à jour du shell Windows prévu de longue date. Alors que Windows 98 a fait un premier pas avec Active Desktop, on l'a vu pour amener l'HTML, le moteur d'Internet Explorer sur le dos Windows, l'équipe NT veut aller beaucoup plus loin en mélangeant Win32, dans les API Windows, HTML et CSS, pour faire des nouvelles applications qui seront nommées WinForms. Form Plus, pardon. Désolé. WinForms, c'est autre chose. Form Plus, qui tourneront donc avec le moteur d'Internet Explorer, floutant encore plus la distinction entre le web et les applications natives Windows. Il est prévu des Activity Centers, des centres d'activité, qui utiliseront ces technologies pour remplacer les applications intégrées à Windows et créer des nouvelles applications entièrement connectées au web. On a eu Pulsar, on a eu Neptune. On voit que maintenant, ils ont plus les pieds sur terre parce que maintenant, ils mettent les noms des villes américaines. Ouais. Vous voyez, Neptune, on pouvait là envoyer des commentaires directement par Internet. Il y a des petits boutons Ça ressemble à quelque chose. Hein. C'est-à-dire maintenant, on a ça dans les versions bêta. Alors, voilà à quoi ressemblait Neptune. Alors, ils avaient vraiment essayé d'intégrer le web et Windows en un seul système. Ça me fait penser à l'ActiveX de ce qu'on avait. Oui, mais là, vraiment plus évolué. L'idée était à la terme de supprimer les icônes du bureau. Et je pense que je peux le faire si je fais. Il doit y avoir quelque chose pour supprimer les icônes. Tout à fait, il y avait un truc comme ça, tu as raison. L'idée, c'était que dans ce cas-là, si on supprime les icônes, on n'a plus que la petite fenêtre Active Desktop derrière. Et là, vous voyez, on a un lien web qui amène au poste de travail, au bureau, un lien web qui amène aux documents, un qui amène à la corbeille, et entre deux, email, lire et envoyer des messages, internet, documents, musique, photos, jeux, aide. Qu'est-ce que tu as en bas à droite? Customize this page. On pouvait modifier ce qu'on mettait sur l'écran d'accueil. Ça s'appelait l'écran d'accueil d'ailleurs. C'est intéressant comme nom. D'accord, ouais. L'écran d'accueil, et on pouvait supprimer ce qu'on allait accrocher ou enlever dessus. Vas-y, clique. Ça marche pas, tout est bugué. Ah, quoi que si, ça marche. Voilà, on avait le centre. Donc voilà, ça c'est le seul Activity Center qui est fini dans cette build. C'est le centre d'aide Windows qui est vraiment conçu avec du HTML et des technologies web.
Donc c'était l'aide, ce qu'on a quand on appuie sur F1. Ouais. D'accord. Bref, Et ça marche mais- toujours alors. Ils t'ont Ouais, ça répondu fonctionne. à un email? C'est un des seuls qui est vraiment fini. Le Help Center. Si on va voir dans les paramètres du. Est-ce que c'est Activity? Il y a tout plein d'Activity Center qui sont là, mais ils ne sont pas du tout finis. Jeu, musique, photo, start. Si on va par exemple dans photo, il doit y avoir start ici. Voilà. Et ça plante. Ok, merci. On pouvait voir un peu Tu à quoi l'avais ça dit, peut c'était ressembler pas fini. l'interface. On avait des pages web. Voici les photos que vous avez dans votre album. Donc, vous pouvez imaginer que l'application web devait accéder aux photos Windows et afficher ça directement dessus. Home, peut-être. Non, ça ne marche pas. Et ça plante. Ça a planté? Vous avez Non, parlé c'est lent, juste. Bref, caméra. Voilà. Prenez des photos depuis votre Appareil photo. webcam. Voilà. Bref, plein de trucs. Toute l'interface Windows devait passer au web avec ce truc-là. Et le hub musique à côté, donc je pense que lui marche mieux. Start. Est-ce qu'il le start? Je sais plus. Mais je me pose des questions, c'était au niveau sécurité, quoi. Oui. S'ils avaient Le été player jusque-là, music, ça devenait un playlist. système facilement baisable. Ouais, j'imagine ça devait être ça. Je jouais depuis le CD. Toutes les applications Windows, c'était devenu des applications web. C'était vraiment assez intéressant J'aurais à bien voir. voulu voir le code qu'il y a derrière tout ça pour voir comment c'est géré au niveau. C'était du truc vraiment custom, quoi. Le hub jeu qui est là et qui plante aussi, flûte. J'avais réussi à faire fonctionner mieux la dernière fois. Bon, c'est pas grave, après c'est pas très gênant. Mais le hub jeu, on pouvait donc avoir ces jeux joués récemment, news, bref, jeux web. Tous c'était des petits hubs. C'est marrant, vous reconnaissez les termes que j'utilise, hein? Start screen, Oui, les hub. hubs, oui. Ça rappelle quand même quelque chose qui est arrivé 10 ans après. Guillaume va te Windows le dire. 67? L'idée était là. Pardon, mais. D'ailleurs, je vais montrer, parce que ça, c'est la version complètement pas finie qu'ils ont sorti en bêta, mais il y avait une version, il y avait des concepts qui montraient vers où ils essayaient d'aller, et je vais repasser donc. Voilà à quoi ressemblait normalement. Une fois que le système était fini, on devrait ça comme page écran d'accueil. Voilà. Et là, ça supprimait toutes les icônes Voilà, qu'on a c'était fait sur le bureau. clairement, d'Aterme d'arriver quelque chose comme ça, avec une petite barre de recherche en bas qui permettait de rechercher à la fois sur Internet ou en local. Ça, Ouais, c'est bien. c'est intéressant. Hein. Ouais. Finalement, musique. on n'a pas beaucoup avancé. De la musique, jouer à un CD, rechercher de la musique, enregistrer, aller créer une playlist, aller dans mon lecteur de mon dossier. Le hub photo. Voilà. Tiens, on dirait celui l'actuel. Ouais, et ça, c'est incroyable. C'était une Oh, interface peut-être pas quand simplifiée. même. Et ils avaient l'idée d'utiliser des boutons web standards partout. C'est-à-dire qu'en haut des pages de Windows Neptune, on aurait toujours retour et avancé, en haut à gauche. Et en bas, en haut à droite, un bouton recherche serait toujours là. Et ce serait l'idée de faire des applications simples, faciles à comprendre, faciles à utiliser, qui utilisent des technologies web en plein écran. Il suffit de faire ça dans un bar où il y avait un mec de chez Apple. Il dit, les gars, il nous faut des trucs simples, faciles. Et voilà. C'est incroyable quand même que c'est des concepts finalement qui sont revenus 10 ans après sur Windows 8, quasiment identiques dans l'idée. Donc avec l'utilisation de HTML et CSS, l'interface de Windows pourra s'adapter facilement à la taille de fenêtre ouverte et à toute résolution. De plus, donc ces centres de contrôle, je sais pas comment dire, ces photo centers, ces centres d'activité, auront une barre de navigation standard similaire au bouton précédent suivant d'une navigation web qui permettront d'être toujours la même et d'être simple. L'interface simple, propre, basée sur HTML, correspond très bien à l'envie de Steve Ballmer de simplifier Windows. Un nouvel utilisateur arrivant sur l'écran d'accueil sera beaucoup moins perdu que sur le bureau Windows actuel. De plus, une telle interface sera très adaptée à des appareils mobiles où l'interface de Windows classique est peut-être moins pratique à utiliser. Le projet est quand même très intéressant, mais techniquement, c'est pas ça. C'est basé sur de la technologie web, c'est pas très stable encore une fois. Et donc, les Activity Center, ils sont repoussés à la prochaine version de Windows et Neptune est mis en sommeil pour se concentrer sur la fin du développement de Windows 2000. Donc, petit à petit, avec Brian Valentine, le projet de Windows 2000 NT5 est remis en ordre, mais beaucoup moins ambitieux que ce qui était prévu à l'origine. Windows 2000 étant sur les rails, Steve Ballmer s'occupe maintenant de la division MSN, qui coûte beaucoup plus d'argent à Microsoft qu'elle ne rapporte. Parce que c'était censé en rapporter ? Bah, tout est censé rapporter de l'argent pour eux. C'est vrai. Donc la division MSN vient de faire un achat très coûteux. Ce qu'on voit sur la slide, c'est le petit webmail qui est très populaire à l'époque, Hotmail, The World Free Web-Based Email. Ils l'ont acheté pour 400 millions de dollars, ce qui est assez cher. Ouais.
Parce que en plus, ça rapporte pas d'argent. Hotmail, c'est un webmail gratuit qui va devenir le service email officiel de Microsoft pour les particuliers, contre Exchange pour les pros. Alors, juste, il rapporte pas d'argent, j'imagine qu'il y a la publicité qui s'affiche quand tu te connectes à Hotmail, donc il y a quand même un petit peu d'argent qui est gagné. Enfin, j'imagine. au moins qui est Après, récupéré. si je regarde la première version d'Hotmail, voilà, qui est sur la slide suivante, je vois pas beaucoup de pubs. Hein. Après, ils étaient C'est peut-être pas ailleurs. faux. Je ne sais pas. Mais voilà à quoi ça ressemblait il y a 20 ans, Hotmail. C'était magnifique. Donc, Steve Ballmer prend le contrôle direct de la division MSN et en profite pour découvrir Internet Exploit à l'époque parce qu'il ne connaît vraiment pas ça du tout. D'accord. Rapidement, il la scinde en deux et il donne l'indépendance à une filiale de MSN, Expedia, qui existe encore aujourd'hui et qui est devenue une compagnie indépendante de Microsoft. Ballmer, au final, il ne sait pas vraiment quoi faire avec la division MSN. Et pourtant, il voit du potentiel parce que MSN, en 1999, c'est le 3e site le plus consulté au monde. Il rappelle donc le grand spécialiste du web, Brad Silverberg. Oh là là, mais Silverberg, il va pas revenir dans cette situation-là, lui, il n'aimait pas ça. Revient. Mais Silverberg, il n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de revenir travailler chez Microsoft. Mais bon, il hésite. Parce que Ballmer lui propose de reprendre le contrôle de tout son ancien team Internet Explorer, de contrôler MSN et recontrôler la version standard de Windows. C'est tentant. Ben oui. Mais il finit tout de même par refuser parce qu'il sait que s'il revient, ça va de nouveau être la guerre avec Jim Malkin, qui sera jamais d'accord avec lui et il préfère encore pas revenir dans cette galère. Donc voilà. Il reviendra plus, c'est fini. Pour lui, Microsoft ne gagnera pas la bataille du web en passant par Windows. La preuve, Windows CE, il est compatible avec les API Win32, mais ça va être pas tant que ça. La plupart des gens préfèrent utiliser à l'époque PalmOS de Palm ou Symbian de Nokia qui commencent à arriver. Bref, les appareils non Windows font aussi bien sur mobile que Windows CE. D'accord. Voire mieux. Windows CE, lui, ils essaient de l'améliorer, mais ça reste pas super adapté. On voit bien que sur Windows CE2, ils ont essayé de faire un système un peu plus adapté au mobile, mais il reste un gros bouton démarrer en bas. Et le bouton démarrer plus le stylet, on voit bien que rapidement, on appuie sur le bouton démarrer et comme on voit sur la slide là, tout l'écran est rempli. Vous voyez ? Ben oui. C'est pas adapté. Le système de fenêtre de barre d'étage de menu démarrer n'est pas adapté à un appareil aussi petit. C'est ce qui fait que Windows CE ne prend pas tant que ça pour l'instant. J'en ai pas eu, mais on n'avait pas le même souci avec Windows Mobile. En partie, mais c'était déjà un peu simplifié, on va y venir. D'accord, d'ici quelques épisodes. Voilà. Moi, j'ai un PC Pocket et ceci dit, le menu comme ça, on s'est retrouvé quand même. L'avantage, c'est qu'on n'était pas perdu en tant qu'utilisateur Windows. C'était l'idée, d'avoir la même interface. C'était une philosophie. Donc, Steve Ballmer va confier au final la section MSN à d'autres membres de l'équipe de Silverberg, de l'ancienne équipe de Silverberg, pardon. En 1999, un de leurs premiers projets sera de développer le service MSN Messenger, donc le service de messagerie instantanée de Microsoft. On a montré rapidement la première version tout à l'heure. À l'époque, le service de messagerie instantanée le plus populaire, c'est AIM, AOL Instant Messenger. Et celui-ci avait déjà des dizaines de millions d'utilisateurs. Afin d'être compatible afin de prendre assez rapidement, il faut que le client Messenger soit mieux que la concurrence et qu'il ait rapidement beaucoup d'utilisateurs. Alors, pour cela, ils vont faire deux choses. D'abord, ils vont combiner les comptes Hotmail et les comptes MSN en un seul type de compte qui va être le compte Microsoft Passport, qui est en fait la première version du compte Microsoft d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui a un compte Hotmail aura un compte MSN, ce sera connecté, et n'importe qui a un compte MSN aura un compte Hotmail, ce qui permet d'amener les utilisateurs de l'un sur l'autre. D'accord. Afin d'obtenir des utilisateurs le plus rapidement possible, ils rendent aussi MSN compatible avec AIM. C'est-à-dire qu'il est possible d'ajouter des contacts AIM et de leur parler directement depuis MSN. AOL n'est pas très content de ça, et ils font des mises à jour environ tous les mois pour rendre AIM incompatible avec MSN. Mais derrière, Microsoft, ils refont une mise à jour pour le rendre compatible à nouveau. C'est un petit jeu du chat et la souris qui va durer une année ou deux. Et rapidement, MSN va devenir le système le plus utilisé et AIM va commencer à disparaître. Juste pour rappeler, Florian, là, à l'époque, on n'avait pas les mises à jour automatiques. Donc, j'imagine qu'il fallait mettre à jour ton client que tu avais sur l'ordinateur pour pouvoir bénéficier des nouvelles possibilités de communiquer avec tes amis. C'est bien ça, mais vu que c'est déconnecté en permanence à un serveur Internet, le serveur pouvait nous dire, attention, viens télécharger la mise à jour ici. Oui.
Mais bon, on était quand même sur des connexions encore qui coûtaient cher et qui mais c'était étaient loin d'être le illimitées. client n'était pas lourd. Hein. Non, mais quand même. Donc c'est un succès. Et Messenger devient en quelques années le système de messagerie instantanée le plus utilisé. C'était vraiment génial. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu, je l'ai connu en temps réel, ce truc. Et c'était Oui, moi aussi, j'ai connu direct. Tu parlais des mises à jour, elles étaient vraiment bien en plus. Je veux dire, tu voyais des différences, pas que IM, je pense, moi je m'en fichais en tout cas, tous mes contacts, enfin tous ceux que l'on connaissait, mais c'était vraiment top. Et juste avant cette partie-là, on utilisait le chat intégré à Windows. Je ne sais pas si vous avez connu. Ah, pardon? C'est arrivé après le stage chat intégré. Non, c'est dans XP, mais oui. Ah bon? Mais donc, pour continuer, donc, en parallèle, côté pro, il y a Office 2000 qui va sortir avec Windows 2000. Et pour cela, la Team Exchange, donc, qui fait donc le service mail pro de Microsoft et également donc l'application web Exchange Web Access, dont on a parlé, Outlook Web Access, dont on a parlé la dernière fois déjà, veut faire une nouvelle version qui tirera parti des nouvelles fonctionnalités amenées par Internet Explorer. Alors, ce qu'il voudrait faire, c'est que l'UI, l'interface utilisateur, corresponde entièrement à celle d'Outlook 2000. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise Outlook Web Access sur le web, ça doit être comme si on utilisait Outlook 2000. C'est un grand projet. Hein. Mais c'est pas quelque chose qui est en train d'arriver actuellement aussi? Si, mais c'était avec les PWA. C'est un peu fou ça, mais oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'était vraiment le web, c'était vraiment beaucoup plus statique qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus dur à faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que voici à quoi ressemblait donc sur la slide suivante le Outlook 2000 de l'époque. Donc le but, c'est que l'application web ressemble à ça, ce qui est quand même difficile avec les technologies web de la fin des années 90. Je m'étonne. Les applications web de l'époque devaient actualiser le document à chaque nouvelle action. Pour la première version d'Exchange, ils avaient contourné le problème en créant des frames, des sous-pages web. Et ils actualisaient seulement la sous-page web. Ouais. Le petit cadre. C'était système D. DHTML, on a parlé la dernière fois, qui a été développé par la team Internet Explorer, n'était pas encore capable, par exemple, de faire un menu calendrier dans lequel l'utilisateur pouvait choisir une date et cliquer dessus. Alors pour cela, Microsoft ajoute une app web Java, on utilise de la technologie concurrente, pour ajouter cette fonctionnalité. Mais au final, le résultat n'est pas du tout optimisé. Parce qu'ils font tourner une machine virtuelle Java sur le web, c'est super lent, et par rapport au client Win32, ben c'est pas génial, on va dire, c'est super lent et pas pratique à utiliser. Mauvaise expérience utilisateur. Par contre, oui, c'est ça. Il s'agit quand même du webmail le plus évolué disponible sur le marché. C'était quand même un exploit technique. Et il fonctionne sur tout système d'exploitation, sur tout navigateur. D'accord. Le but est de revoir tout ça avec Office 2000. Donc, Exchange 2000, pardon. Pour cela, il y a une partie de l'équipe qui va utiliser les technologies de chat, les technologies web issues du rachat d'Hotmail, qui est vraiment un système beaucoup plus light. Ils vont s'en servir pour améliorer Exchange. L'idée est d'avoir une page web en HTML simple qui s'affiche le plus rapidement possible. Plus de composants Java, vraiment on fait le minimum en utilisant les mêmes technologies que Hotmail. Une autre partie de l'équipe travaille à améliorer des HTML avec une version bêta d'Internet Explorer 5 afin de créer une page web évoluée et dynamique plus proche du client Outlook. Ces deux équipes qui se nomment un peu l'équipe peintre qui fait la peinture et l'équipe plombier qui fait la plomberie derrière. Et à la fin, ils vont connecter les deux pour créer la nouvelle version de Outlook Web Access. Et au final, ça marche plutôt pas mal. On va arriver à une première version de OWA qui est beaucoup plus proche que la version précédente, qui ressemble beaucoup plus au client Win32 Outlook, mais il y a quand même un souci au niveau des interactions avec le serveur. Ils n'avaient aucun moyen de communiquer avec le serveur mail qui était en ligne, et ils continuaient de faire des bidouilles et des hacks avec Microsoft ASP, donc le serveur web Microsoft, pour s'en sortir. Et c'était pas propre du tout, et c'était pas compatible avec tous les navigateurs. Internet Explorer 5 pouvait récupérer des données XML du serveur, mais il n'y avait aucun moyen d'envoyer une requête sur le serveur. C'est-à-dire qu'on pouvait récupérer des choses, mais on ne pouvait pas en envoyer en retour. La Team Exchange, pour pouvoir communiquer dans l'autre sens, elle développe un contrôle ActiveX pour Internet Explorer qui permettra au navigateur de demander des choses au serveur web. On pourra demander au serveur web de supprimer un email, de le déplacer, de faire une recherche, et on pourra communiquer donc dans les deux sens. Oui. Alors, ça, c'est super pratique. C'est tout ce que l'équipe OWA, Outlook Web Access, souhaite. Mais le fait même d'utiliser un composant ActiveX, ça détruit l'idée de base de OWA. L'idée, c'est d'avoir Outlook sur le web dont on peut accéder partout. S'il faut télécharger un composant ActiveX et l'ajouter à Internet Explorer, eh ben, c'est plus une version web qu'on peut affichable partout de la même façon. C'est clair ce que je dis? Oui, c'est clair. Ah oui, complètement.
Donc, l'équipe se dit qu'une solution, c'est de demander à l'équipe Internet Explorer d'intégrer nativement le composant ActiveX dans sa prochaine version. Le problème, c'est que IE5 est déjà prêt de sortir, ils sont déjà à la bêta 2. Et en théorie, c'est beaucoup trop tard, on n'ajoute pas de fonctionnalité lorsqu'on est déjà à la bêta 2. On est juste avant la sortie. Là. Afin de pousser la team IE, ils vont voir Bill Gates directement. Et ils lui demandent son soutien. Ils lui montrent ce qu'ils ont fait, et lui, il est enthousiaste. Et donc, il dit à la team IE, si vous ajoutez ça, vous démerdez, vous ajoutez ça pour Internet Explorer 5. Alors, pour faire ça, ils cherchent une des librairies qui n'était pas encore finalisée d'IE5, qui était la librairie Microsoft XML. Le XML, c'est un langage de balisage pour échanger des données, dont beaucoup à l'époque pensaient que ça allait être le futur pour échanger des données sur le web. On en parlera plus dans les prochains épisodes. Mais donc, cette librairie était non finalisée, et donc ils décident d'ajouter ce composant ActiveX de la Team Exchange dans cette librairie MS-XML, et ils l'appellent XML HTTP. Donc on va communiquer avec du XML sur le web. Ouais. De fait, ce composant, il n'était pas obligé de communiquer avec le serveur avec du XML, on pouvait utiliser n'importe quoi d'autre. Hein. Mais c'était une bonne excuse pour l'intégrer dans cette librairie qui était non finalisée, et au final le populariser également, puisque le XML, ça devenait assez populaire à la fin des années 90, donc en appelant quelque chose XML, ils pensaient que ça ferait plus classe. Donc, ce XML HTTP, ce composant, est développé entièrement en dehors de l'équipe IE par l'équipe Exchange, il l'ajoute juste au code de l'équipe IE en plus, et vu qu'il est pensé seulement pour Exchange, ils se disent, on ne va même pas vraiment le tester, ce sera que la Team Exchange qui s'en servira, personne d'autre. Donc s'il y a un bug, ça affectera que eux, ils se démerderont avec leur truc. Et puis voilà. Avec la bêta d'IE5, la nouvelle bêta d'IE5 qui a ce nouveau composant, ils testent une version d'Office Web Access et c'est un grand succès. Ça fonctionne parfaitement. Alors, ce petit composant, ça a été créé à l'origine vraiment pour faire fonctionner OWA, mais ça va vraiment tout changer sur le web. Parce que jusqu'ici... C'est fou, ouais. C'est fou cette histoire, parce que c'est ouais. Tu vas le dire après, mais c'est Ajax en fait. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est exactement ça. Ça a été jusqu'ici, les pages d'HTML étaient seulement dynamiques localement sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on chargeait le code depuis le serveur et on exécutait le code JavaScript en local. Il n'y avait pas de communication ensuite, une fois que la page était chargée, on ne pouvait pas répondre à des choses sur la page web. Et avec XML HTTP, les pages d'HTML deviennent vraiment dynamiques. Une page web peut échanger avec le serveur distant dans les deux sens sans avoir à être actualisée. En général, en communiquant avec des fichiers XML. Donc ce petit composant va rapidement être découvert par d'autres développeurs web qui vont l'utiliser dans des applications non Microsoft. Et vu que ça devient un succès, les autres navigateurs vont l'ajouter également un composant, le même composant, sous un nom un peu moins Microsoft, qui s'appellera donc XML HTTP Request. Et il va être standardisé par le www, donc le W, comment on appelle ça déjà ? 3C. Oui, c'est ça, W3C, merci. Et ça va devenir un composant standard du web. D'accord. Et c'est exactement ce qui va créer, et c'est ce qui va devenir donc Ajax, et qui va permettre à faire les premières applications web. C'est quand même assez... Et ça a révolutionné le web en plus. Exactement. Ça a révolutionné le monde, leur truc. C'est la base de toutes les applications web d'aujourd'hui. C'est extraordinaire. J'utilise encore. Et vous pouvez voir au passage sur la slide à quoi ressemblait le Outlook Web Access créé avec ce petit composant. C'est vrai que ça ressemble pas mal à ce qu'il y avait dans le client lourd. C'est pas mal, franchement. C'est pas tout à fait ça, mais franchement, on n'est pas loin. Et du coup, comme ça les a bien fait chier à refaire cette interface-là, c'est pour ça que maintenant, Office 365, ils ont fait des interfaces bien plus sobres pour plus que ça emmerde le web. Peut-être bien. Putain, ils ont pensé à l'envers. Ils ont dit, attendez les gars, on va d'abord penser web et éventuellement on fera une app. C'est beau. Non, je plaisante en disant ça. Mais je trouve ça quand même extraordinaire que ce petit composant qui a été créé par nécessité est devenu la base des applications web ensuite. C'est quand même assez... Ça a transformé le futur de l'informatique. Exactement. En parallèle, donc, pour repasser un peu sur Windows 2000, l'équipe de Brian Valentine avance très bien. La bêta 3 de Windows 2000 sort en avril 1999 et elle est super stable, c'est un succès. C'est la première bêta qui est utilisable. Donc, c'est un grand pas en avant. Elle est considérée comme la meilleure version de Windows jamais sortie, le Windows le plus stable que Microsoft a jamais sorti. Mais par contre, le problème, c'est qu'elle est seulement compatible avec... elle n'est pas compatible avec les drivers et les logiciels de Windows 98 pour les particuliers, notamment les jeux, par exemple, les cartes graphiques. Et donc, les particuliers ne peuvent pas utiliser Windows 2000. Et ils restent pour l'instant sur Windows 98 vieillissant. Pour combler le vide,
Microsoft décide de sortir une dernière version de Windows à l'ancienne, basée un peu sur MS-DOS et Windows 95-98, qui sera Windows Millennium. Parce que moi, ils ne pouvaient plus utiliser le nom 2000, il avait déjà été utilisé par Windows NT5, donc voilà. Et de fait, vu la confusion, ils avaient mis sur les boîtes de CD des petits dessins à l'arrière, des petits schémas. Il y a Windows 98, une flèche, Windows ME, Windows NT, flèche, Windows 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est vrai, tu as raison. Oui. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, parce que c'était la confusion avec les noms, c'était devenu un peu le bazar à cause des changements d'optique. Et Windows 2000 donc, sort finalement le 17 février 2000 et est considéré par tous comme le Windows le plus stable jamais sorti. Ouais. Et en fait, c'est toujours le thème Windows classique, on va dire le thème Windows classique, mais il a été quand même bien raffiné. Maintenant, on a des beaux contrastes sur les fenêtres, des choses comme ça. C'est Windows. C'est la version la plus jolie de Windows avec le thème classique, j'ai envie de dire. Mais sinon, ça reste Windows, hein, ça n'a pas changé énormément. Oui, bah oui. Mais c'est beaucoup plus stable. On peut voir qu'il n'y a plus du tout ces trucs pour particuliers qu'il y avait à la bêta. Tout a été remis à la version suivante. C'est vraiment plutôt un OS pour les pros encore, même si pour les pros et pour Guillaume. Donc, voilà. Ouais, mais moi, franchement, j'étais ravi. Je sortais de 98. J'ai jamais utilisé Millennium. Hein. J'ai eu la chance de passer sur 2000 et j'étais ravi. Donc, de son côté, Windows Millennium, c'est une évolution mineure de Windows 98 sur laquelle il camoufle le maximum le mode MS-DOS. C'est-à-dire qu'on va cacher le fait que c'est encore un vieux Windows qui utilise DOS comme launcher en dessous. On va faire comme si c'était Windows 2000, on va camoufler ça un maximum, on va mettre l'interface de Windows 2000 dessus et on va faire passer ça pour un Windows 2000 pour les particuliers. Cette honte. Oh là là. Donc, à l'origine, l'équipe en charge de Millennium espère quand même intégrer les Activity Center qui étaient prévus pour Neptune à l'origine. C'est ce qu'on voit sur la slide là. Ouais. Le Microsoft System Restore, c'est un Activity Center à l'origine. Créer des technologies web comme on a montré tout à l'heure. Et d'ailleurs, Windows Millennium, c'est là qu'apparaît ce système de restauration de restauration Windows, c'est ça qu'on appelle ça? Oui, restauration du système, je ne sais plus ce que c'est. Mais... Ils veulent intégrer donc ce système-là de restauration, donc le centre photo, le centre musique, le centre jeu, le centre d'aide et un centre réseau pour configurer les connexions Internet. Par contre, c'est toujours aussi peu stable et au fil des différentes bulles de Millennium, on voit que des fois, ils remplacent les Activity Center par des applications Win32 classiques. Par exemple, là, c'est le truc d'aide qu'on a montré tout à l'heure qui était fait avec des technologies web. Il a été refait avec en Win32 à 100%. Donc, ils hésitent. C'est du web, du pas du web, du Win32. Bon. Le problème, c'est que la technologie qui devait fusionner HTML et Win32, elle n'est toujours pas prête. Et au final, au fil du développement, ils vont remplacer toutes les applications, tous les Activity Center web par des applications Win32 traditionnelles qui iront pour la plupart dans le panneau de configuration. Il n'y a que le centre de musique, lui, qui sera utilisé pour faire une nouvelle version de Windows Media Player. Au passage, ils testent un petit truc dans Windows Me, c'est d'ajouter l'OOBE, l'Out of the Box Experience. C'est-à-dire que quand on allume un PC sous Windows pour la première fois, qui vient d'être acheté, ou quand on a fini l'installation, maintenant, on va avoir ce petit bonhomme là qui va nous permettre de configurer notre compte utilisateur. Et ça, c'est toujours là aujourd'hui sous Windows 10. C'est ce qu'on a quand les premiers écrans, lorsqu'on a fini d'installer Windows, on configure son compte et tout ça. Et qu'il y a un petit peu Cortana qui nous parle. C'est un peu ça. C'était Merlin à l'époque. À l'époque, c'était Merlin qui nous parlait, mais non, c'est pas Merlin, ça, c'est quoi? Je sais pas. Oui, c'est un équivalent, c'est un petit magicien. Voilà, bon. Et c'est intéressant de voir. Ils essayaient toujours de simplifier énormément l'installation Windows. Parce que bon, on avait déjà montré la dernière fois qu'avec Windows, comment ça s'appelle? 98. Windows 98, ça avait déjà été bien simplifié. Mais avec Windows 2000, avec Windows Millennium, ils vont essayer vraiment de le simplifier encore plus. Et voilà, on voit l'installation, ils avaient repris un peu l'idée de Windows 98, mais ils avaient encore essayé de simplifier ça un peu plus avec un petit... Bon, on va avancer à fond, hein, je ne vais pas le faire pendant ça dure une heure. Toujours comme Christophe disait, les vieux qui sont en train d'utiliser les PC, ça ne change pas. Ben oui. Plein de gens contents, des gens heureux d'utiliser Windows. Rassure-toi, ça va aller. Ça. Et la petite barre de progression, je crois que c'était nouveau, ça, ou c'était déjà sur 98, je ne sais plus. Bref. Enfin, c'est pas grave. L'idée, c'était vraiment de simplifier l'installation de Windows. Ce qui était vraiment fait que sur pour les Windows 95-98 classiques. Windows NT, c'était encore une installation en mode texte à l'ancienne. Donc, c'était beaucoup moins accessible.
le Windows ME finalement sera Windows 4.9, pas Windows 5. Parce que Windows 5 reste Windows 2000, ils considèrent ça comme un Windows en attendant de pouvoir passer sur Windows 2000 quand il sera assez compatible. Un jour. C'est bon, ça doit passer là, je pense. C'est passé. Donc j'ai montré, il y avait le système Restore qui avait été ajouté à Windows Me. Finalement, le Help and Support qui a été refait en technologie web, c'est le seul Activity Center qui reste. Donc c'est marrant, c'est venu directement de Neptune. Ça, on a montré tout à l'heure dans Neptune. C'est exactement pareil dans la version finale de Windows Me. Et Windows Me est finalement disponible donc, le 14 septembre 2000. Et il se prend des critiques violentes de la presse d'utilisateurs, parce que quelques mois plus tôt, ils ont testé Windows 2000 qui était super stable. Et là, ils testent un dernier Windows à l'ancienne qui plante très souvent et qui sera rejeté par la majorité des utilisateurs qui choisissent de rester sur Windows 98. Ouais. Bah, tu m'étonnes. C'est vrai qu'il avait mauvaise presse. Hein. Les gens étaient vraiment très mécontents et puis même les vendeurs te déconseillaient, enfin moi les vendeurs que je connaissais nous déconseillaient d'investir dans Windows Millennium quoi. C'était rester sur 98 ou passer sur 2000 pour ceux qui l'avaient pas fait. C'était trop tard en fait pour faire un Windows encore sur DOS en 99, c'était en 2000 pardon, c'était beaucoup trop tard. C'était une très mauvaise idée. En parallèle, donc, il y a la team Windows CE qui développe la 3e version de son système d'exploitation pour coïncider avec la sortie de Windows 2000. Alors, avec celui-ci, le développement d'une version spécialisée pour les Pocket PC démarre. C'est le début de ce qui va devenir rapidement Windows Mobile. Pour la première fois avec Pocket PC 2000, il y a des premiers téléphones sur Windows CE qui sortent. En point en avant. Mais donc, oui. On est en quelle année là pour les premiers téléphones? En 2000. 2000. Donc, les premiers appareils sur Windows CE 1 et 2, ils avaient une interface qui se rapprochait au maximum de Windows 95-98 avec la barre des tâches, on en a parlé tout à l'heure, et les menus démarraient. Avec Pocket PC 2000, c'est plus le cas. Il supprime la barre des tâches et le menu démarrer, et il les remplace par une sorte de page Home, qu'on voit ici sur la droite, et un bouton Start en haut à gauche, qui reste un peu similaire au menu démarrer, on le voit ouvert sur l'écran à gauche, mais qui est quand même différent maintenant, plus adapté au mobile. De plus, même si elles ne sont pas complètement supprimées, ils mettent un peu les fenêtres en retrait. Il y a beaucoup plus d'applications en plein écran. Il y a beaucoup moins de fenêtres qui s'ouvrent avec les boutons pour le fermer au stylet. Donc, ils essaient d'adapter l'interface au mobile. Alors, c'est à double tranchant, puisque on gagne c'est plus adapté au mobile, mais d'un côté, c'est moins familier avec Windows, comme Christophe disait tout à l'heure. Un des grands avantages de Windows CE jusque-là, c'est que c'était Windows. Pour les gens, c'était Windows avec le même fonctionnement que Windows. Là, ça devient un système beaucoup plus très séparé, différent. Et oui. On perd la familiarité. D'accord. Donc, avec l'arrivée des Pocket PC, les anciens systèmes qui étaient beaucoup plus proches des Windows classiques, ils perdent en popularité très rapidement et ils auront disparu en 2 ans, en 2002. Il n'y aura plus que des Pocket PC à l'avenir. Ok, ouais. Steve Ballmer, qui avait repris les rênes de Microsoft pendant que Bill Gates avait ses soucis légaux, il prend officiellement pour de bon les rênes de Microsoft en janvier 2000, alors que Bill Gates devient simplement le Chief Software Architect, celui qui gère toute la partie applicative de Microsoft et système d'exploitation. Ouais, l'orientation technique de l'entreprise. Voilà. Donc, Bill Gates dirigera l'orientation technologique, Steve Ballmer s'occupera de la compagnie en elle-même. De ce côté-là, l'arrivée de Steve Ballmer va vraiment changer les choses au niveau des problèmes légaux. Lui, il est beaucoup plus conciliant que Bill Gates. Il va aller vraiment parler au juge. Il va essayer de comprendre. Il va s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Bref, ça va être beaucoup plus simple. Mais le problème, c'est que Bill Gates a quand même monté les juges et la justice contre lui. Et quand Steve Ballmer arrive, on lui dit en général que les Japonais, on n'a pas laissé les Japonais décréter des termes de leur capitulation en 1945. Vous avez déjà perdu. C'est raide, mais bon, ça s'entend. Hein. Voilà. Et on leur dit et on dit à Steve Ballmer qu'il pense à démanteler Microsoft en plusieurs compagnies séparées. Alors, Microsoft fait appel, et cette fois, Bill Gates reste complètement en dehors de l'affaire, et c'est Steve Ballmer qui vient négocier, qui gère toute l'affaire, et il est prêt à offrir des concessions à la justice américaine. Lorsqu'on lui dit que Microsoft est une compagnie contrôlée par un seul homme, Bill Gates, Ballmer répond « Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, c'est moi qui commande, il m'obéit. » Ouais. Mais au moins, ça montrait que l'époque Bill Gates s'était passée et que la justice pouvait se tourner vers un nouvel homme. Exactement ça. Je pense qu'ils ont fait ça exprès. Je pense qu'ils se sont rendus compte que Bill Gates allait dans le mur. Donc bon, voilà. Oui. Et Microsoft modifie alors tous ses accords avec les OEM afin de les autoriser à vendre des PC avec d'autres systèmes d'exploitation
comme Linux ou d'autres applications non faites par Microsoft. À la suite de cet accord, en 2001, les soucis légaux de Microsoft aux États-Unis sont derrière eux. Microsoft restera sous contrôle de la justice américaine pendant une décennie, mais la justice ne démantèlera pas la compagnie. Et donc, finalement, ils ont de fait, Steve Ballmer, sur le coup, a quand même sauvé Microsoft, j'ai envie de dire. Ben oui, clairement. Ah oui. C'est pour finir, parce que là, on a fait le tour de toute cette période, on est arrivé à l'an 2000. Voici à quoi ressemblait donc Windows Millennium. Ah non, ça, t'es pas obligé, ça. Regardez. Bon, il n'y avait pas un fond vert. Activity Center était devenu un Windows Media Player nouveau avec une nouvelle interface. Voilà à quoi il ressemblait. Alors, on était fan ou on n'était pas fan. Hein. Oui, bon, ça, à la rigueur, c'est une question de goût, mais il aurait fallu que ça fonctionne. Oui, beaucoup plus évolué que ce qu'on avait. Soit pas mauvaise langue, hein, ça allait. Hein. À l'époque, moi, les ordinateurs sur lesquels je voyais Millennium, les gens me disaient ça marche pas, et hop, on réinstallait. Tous les 15 jours, il fallait réinstaller ton OS. Avoir confiance forcément, on dit. Moi, j'avais Millennium et puis ça allait bien. Ah, mais t'avais de la chance, parce que moi, je peux te dire que je l'ai réinitialisé chez pas mal de gens, et il fallait le faire régulièrement. Je vais vous montrer un dernier petit truc. Peut-être. J'ai installé Office 2000 sur cette version. Putain, mais t'as que ça à foutre. C'est pour ça que c'est long à préparer les M-Story. Vous vous rendez pas compte. Office 2000 s'intégrait avec Internet Explorer 5. Vous voyez là, dans la barre d'Internet Explorer, vous pouvez éditer directement une page web avec Word, ou parler de la page web avec un contact Messenger. Putain, c'est dingue. C'est marrant, hein, des petits trucs qu'ils avaient ajoutés comme ça. Bon, ça marche pas évidemment, hein, parce que il n'y a plus. Quand même, c'est intéressant de voir comment ils intégraient les produits Microsoft les uns avec les autres à l'époque. Ah bah ils faisaient ça. Il y avait plus lien. Et voilà le fameux Outlook. Je sais pas pourquoi il s'est mis en espagnol. Bon, bizarre, c'est pas grave. Et Clippy qui arrive encore hein, pour embêter le monde, mais qu'ils avaient reproduit en web sur le Web Access. Ce volet de gauche, c'était génial. Enfin bref, voilà. On a fait un épisode quand même assez chargé en informations, je pense. Oui. Mais assez intéressant, à mon avis. Et... Je pense aussi. C'était une période quand même assez charnière entre voilà, tout. Voilà. Et donc, là où on est arrivé complètement en 2000, maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment de fusionner enfin Windows ME et Windows 2000 en un seul Windows pour enfin passer tout le monde sur Windows NT. Ce sera fait bientôt avec la prochaine version. Je pense que vous voyez quel est le prochain Windows maintenant. Je sais pas, c'est une certaine expérience quand même. C'est ça, exactement. Donc, le prochain épisode, on parlera pas tout de suite de Windows. Dans le prochain épisode, on passera pas tout de suite de Windows XP, pardon. Je parle à moitié en français, à moitié en anglais, moi. C'est pas grave. Donc de Windows XP. On va d'abord faire un petit détour parce qu'en 2000, il y a un autre projet qui commence chez Microsoft. Windows CE, il a été pensé pour plein de types d'appareils. On a dit les appareils mobiles, comme les Pocket PC, les téléphones, les distributeurs de billets, mais aussi, par exemple, les consoles de jeux. Et on se dit qu'il y a pas mal de monde chez Microsoft qui se dit que on commence à avoir du succès avec les jeux sur PC, Age of Empires, Myth of Madness, tous les trucs Flight Simulator qui sont en train de sortir. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas sur PC, ils jouent sur des petits appareils qu'on appelle des consoles, et que ce serait peut-être bien d'utiliser Windows CE pour créer notre propre console également et rentrer sur ce marché-là. Et c'est de ça dont on va parler la prochaine fois. Je pense que vous voyez... Ne dis pas les noms, ne dis pas les noms. Je pense que vous voyez où on va quand même. Alors, laissez-nous, d'ailleurs, dans la vidéo, laissez-nous en commentaire le nom des consoles que vous imaginez qui tournent avec Windows CE. Moi, j'avoue, je l'ai appris en discutant avec Florian. Je n'avais pas du tout remarqué que cette console faisait ça. Voilà. Bon, mais Florian, on a fait le tour ? Oui, voilà. Bon. Christophe, rien à rajouter sur cette période assez chargée et tordue ? Non. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'au final, dans tout ce que Microsoft a développé là, il faisait plein de choses. Ce qui a finalement été le plus pérenne, c'est ce petit composant XML Ajax là, qui a créé Ajax. C'est le petit truc qui a été fait juste pour débloquer la team Exchange. Finalement, c'est ce qui a été le plus important après coup. C'est amusant. Hein, et je l'utilise encore, moi, dans mes paniers de mon site. C'est à Manu, hein. C'est-à-dire que j'utilise Ajax, mais je vais pas te faire mon code là. D'ailleurs, il est là sous la main et j'utilise vraiment, j'appelle l'objet ActiveX Object Microsoft.xml HTML, etc. J'ai fait un composant, comme j'aurais été développeur il y a 20 ans. D'accord. Ça marche encore. Et de toute façon, honnêtement, tous ces frameworks JavaScript, c'est encore des choses
conçu au-dessus de ça. Hein. Si t'as pas besoin de plus, tu restes à la base, ça te va. Ok, merci beaucoup Florian, merci beaucoup Christophe. Donc allez, vous nous faites vos hypothèses en commentaire sur quelle console tourne avec Windows CE. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'ici 15 jours. Oh non, peut-être en 2020, je ne sais pas Florian, il faudra voir. Il va y avoir un petit peu de préparation. Je pense qu'il y aura moins de préparation parce que vu qu'on parlera de console de jeu, il y aura moins de. Enfin, malheureusement, je peux pas avoir de prototype bêta des consoles de jeu pour les montrer, donc c'est dommage. Donc il y aura moins de D'accord. préparation. Il n'y aura pas toute cette manipulation avec les machines virtuelles. Mais je pense qu'on n'aura plus jamais autant de manipulation, parce qu'il n'y aura jamais autant d'OS qui se développent en même temps après. Ça marche. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur la page de la vidéo, en bas là dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec vos amis, vos connaissances, les gens qui pourraient être intéressés par l'histoire de Microsoft. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour la prochaine session de la M-Story. Et à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao, ciao.